Parfait. Merci. On ferme peut-être. Moi, je vais faire. Bonjour à tous, je suis Erwan Le Pennec. J'ai eu la chance d'être désigné président de ce jury. Je suis très content d'être ici. Le côté physique est un vrai plaisir. Pour la soutenance de thèse d'Achille Salin, très original, tu as le droit à tes 45 minutes pour présenter ton travail, puis ensuite on te torturera avec des questions. Parfait. Tu peux commencer. Bonjour et merci d'être présent. Donc, je m'appelle Achille et je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter ma thèse sur la prédiction d'alarme dans les réseaux via la recherche de motifs spatio-temporels et l'apprentissage automatique. Il s'agit d'une thèse CIFRE entre Nocabel Labs et Télécom Sud Paris, encadrée par François Desbouvry, Marc-Olivier Buob, Anne Bouillard et Johan Pétotin. Alors, je ne vous apprends rien lorsque je vous dis que les réseaux de télécommunications sont omniprésents dans notre monde. Par exemple, à la maison, nous utilisons tous Internet pour nous renseigner ou encore nous communiquons en VoIP. Dans l'industrie, les usines viennent à s'automatiser avec le besoin d'envoyer et d'échanger des données à des endroits qui sont parfois reculés et ou dangereux. De manière générale, les réseaux de télécommunications sont des systèmes complexes. Tout d'abord, de par leur taille. En effet, ils peuvent être vastes. Par exemple, certains réseaux, comme les réseaux au cœur de l'Internet, peuvent s'étendre sur plusieurs pays, voire carrément traverser des océans entiers. Les réseaux peuvent également être denses. Par exemple, en 2016, à Paris, on pouvait déjà comptabiliser plus de 2000 antennes 4G. Les réseaux font également intervenir une grande diversité d'acteurs. Par exemple, on peut citer Orange et Verizon, qui sont des opérateurs téléphoniques, mais aussi Fastly, qui fournit des services cloud, ou encore Renater, qui offre une infrastructure réseau dédiée au milieu académique. Outre cette diversité en termes d'acteurs, il y a également une diversité technologie. Par exemple, en téléphonie mobile, la 5G vient petit à petit cohabiter avec la 4G et la 3G. Enfin, les interactions au sein même des réseaux peuvent être complexes. Par exemple, une erreur peut se propager de machine en machine par effet domino et aussi évoluer dans le temps. Cela dit, les outils à la disposition de l'expert en gestion de réseau sont souvent limités et peu automatisés. Par exemple, on peut visualiser des anomalies au moyen de tableaux de surveillance, de tableaux de bord fournis par des outils de surveillance tels que Cacti ou Nagios, et une panne peut être analysée au moyen d'outils de fouille de données tels que grep ou Elasticsearch. Pour toutes ces raisons, la gestion de panne reste un problème encore actuel. Par exemple, il y a un peu plus d'un mois, une panne a frappé le réseau d'Orange qui a provoqué la paralysie pendant près de 7 heures des numéros d'urgence en France. Quelques jours plus tard, c'était au tour de Fastly d'être frappé par une panne, ce qui a provoqué le dysfonctionnement de sites Internet tels que celui d'Amazon, PayPal ou encore Reddit. Et malheureusement, cette série n'est pas près de s'arrêter. C'est pourquoi il est absolument crucial d'apporter des solutions efficaces en gestion de réseau pour améliorer au maximum la qualité de service. Alors, la gestion de réseau se décompose en 3 grands problèmes. Tout d'abord, il y a la détection d'anomalies, c'est-à-dire être en mesure de détecter efficacement lorsqu'une panne survient dans le réseau. Il s'agit vraiment d'un problème élémentaire, un problème fondamental en gestion de réseau et plutôt bien maîtrisé. Puis, une fois une panne détectée, vient l'analyse de cause racine, c'est-à-dire être en mesure d'expliquer la cause de la dite panne. Notamment, l'expert, parmi une multitude de suspects potentiels, va vouloir n'étudier qu'un ensemble restreint des causes possibles les plus pertinentes. Enfin, il y a la prédiction d'alarme. Idéalement, c'est être en mesure de prédire la panne
la plus probable à venir. Notamment, cela peut permettre à l'expert d'anticiper certaines de ses actions, l'influence de certaines de ses actions sur les réseaux qu'il administre au travers de what-if scénarios, et pourquoi pas dans le futur de tendre vers des réseaux autoréparants. Alors, analyse de cause racine et prédiction d'alarme sont des problèmes encore ouverts, et c'est justement l'objet de cette thèse. Pour avoir une solution qui soit le plus efficace possible au niveau de ces problèmes, ces solutions doivent répondre à un certain nombre de critères. Tout d'abord, de par la taille et la complexité des réseaux, les informations générées à l'issue de leur surveillance sont généralement grandes et de fait, les algorithmes utilisés par l'expert doivent pouvoir ingérer de grandes quantités de données. De plus, les réseaux sont des systèmes dynamiques et comme il s'agit de diminuer au maximum une panne dans la durée lorsqu'elle intervient, eh bien, ces mêmes algorithmes doivent également pouvoir fonctionner en temps réel. Par ailleurs, le résultat de ces algorithmes doit pouvoir être interprétable, c'est-à-dire que l'expert doit avoir toutes les informations en main pour pouvoir apporter la réponse la plus juste à une panne. Enfin, les algorithmes utilisés par l'expert doivent pouvoir également intégrer les connaissances a priori de ce dernier. En effet, chaque réseau a ses spécificités et les intégrer permet d'avoir les résultats les plus fins possibles. Alors, ma thèse se divise principalement en deux pistes. Tout d'abord, je vous présenterai les dig-dag, une structure capable de stocker et de compter les motifs de causalité observés dans un log d'alarme. Puis, dans un second temps, je vous présenterai deux modèles classiques pour la prédiction de données temporelles, les modèles de Markov caché et les réseaux de neurones récurrents. Notamment, je vous en présenterai une comparaison analytique de leur expressivité. Alors, commençons par parler dig-dag. Dans un premier temps, je vous expliquerai ce qu'est un log d'alarme et comment ça se modélise. Puis, je vous expliquerai justement ce qu'est le dig-dag, cette fameuse structure capable de stocker et de compter des chaînes de causalité observées dans un log d'alarme. Et enfin, comment extraire de cette structure des chaînes de causalité pertinentes. Donc, notre première question, c'est qu'est-ce qu'un log d'alarme? Un log d'alarme, c'est un fichier qui dresse en temps réel l'historique des anomalies qui surviennent dans le réseau. Il s'agit vraiment du matériau de base à partir duquel l'expert va travailler pour la gestion de réseau, aussi bien pour l'analyse de cause racine que la prédiction d'alarme. Un log d'alarme peut être ainsi vu comme une suite d'événements où chaque événement correspond en fait à une ligne de ce fichier. Notamment, chaque ligne contient un ensemble d'informations, par exemple où, donc sur quelle machine a eu lieu l'événement, quand est-ce qu'il a commencé, quand est-ce qu'il s'est arrêté, quoi, donc quelle est l'alarme qui correspond à l'événement, ainsi que d'autres informations telles que par exemple la sévérité. Notamment, selon les logs, la temporalité d'un événement peut être signifiée de diverses manières. Par exemple, cela peut prendre la forme d'un intervalle de temps avec une date de début, une date de fin. Cela peut également être fait de manière ponctuelle, comme c'est souvent le cas pour des événements qui sont issus de KPI. Ce sont des mesures qui sont prises et seuillées à intervalles réguliers. Et enfin, cela peut également être fait au moyen de signaux d'activation et de désactivation d'alarme. Ainsi, nous allons modéliser un événement comme suit. D'un côté, nous allons avoir les informations dites spatiales qui contiennent toutes les informations non temporelles jugées pertinentes par l'expert. Par exemple, dans notre cas, on va choisir la machine, l'identifiant de l'alarme et la sévérité. Et de l'autre côté, donc, nous avons les informations dites temporelles qui prennent la forme d'un intervalle de temps avec une date de début, une date de fin. C'est particulièrement adapté aux logs qui seraient sous un format segmenté ainsi qu'utilisant des signaux d'activation et de désactivation d'alarme. Et pour les logs ponctuels, eh bien, il faut plutôt voir ça comme une plage de temps pendant lesquelles deux événements vont pouvoir interférer. Ainsi, donc, nous pouvons représenter un log de la manière graphique suivante. Ici, chaque intervalle correspond à un événement de mon log avec les informations temporelles projetées sur l'axe des abscisses et les informations spatiales projetées sur l'axe des ordonnées. Ici, on a un exemple joué de log. Par exemple, le premier événement ici est A14, donc il commence au temps 1, finit au temps 4 et est étiqueté par la lettre A. À partir de ces logs, on va vouloir souhaiter faire plusieurs choses. Tout d'abord, on va souhaiter lier ces événements a priori disparates par une relation de causalité. Puis ensuite, on va souhaiter stocker et compter les chaînes de causalité ainsi observées dans une structure dédiée qu'on va souhaiter enfin analyser, soit pour l'analyse de cause racine, soit pour la prédiction de panne. Notamment, nous avons vu en introduction que notre solution se devait de vérifier certaines contraintes. Elle doit être interprétable, intégrer les connaissances a priori de l'expert et fonctionner en ligne.
Alors, il existe de nombreux travaux en analyse de log, notamment des travaux qui utilisent des techniques d'apprentissage. Par exemple, il est possible de rechercher et d'établir des corrélations 2 à 2 parmi un ensemble de signaux d'alarme, voire même de prédire ces corrélations. Il est également possible de rechercher des causes racines d'une panne au moyen soit de réseaux bayésiens, soit de réseaux de neurones. Mais de manière générale, ces techniques basées sur l'apprentissage sont peu interprétables. L'expert va avoir du mal à contextualiser les résultats qu'il reçoit. Aussi, nous nous sommes plutôt tournés vers l'analyse de mots qui répond à des problèmes semblables à ceux rencontrés en analyse de log. Notamment, en analyse de mots, il est possible de regrouper des problèmes similaires au moyen d'algorithmes d'alignement de séquences. Il est également possible de rechercher des motifs dans une chaîne de caractères. Par exemple, on peut citer l'algorithme de Thomson qui est au cœur de l'outil grep. Cet outil, je vous en ai parlé un peu plus tôt en introduction, puisqu'il est utilisé en analyse de log. Et enfin, il est possible de stocker des motifs, et notamment, je vous parlerai plus précisément de l'algorithme du Conen qui a fortement inspiré notre algorithme de construction du DigDag. Alors, pour rappel, donc, nous avons dit qu'un log peut se représenter comme tel, et donc là, maintenant, la prochaine étape, ça va être de définir une relation de causalité entre les événements, pour ensuite stocker et compter les chaînes de causalité qu'on aura ainsi observées, pour plus tard les analyser. Alors, nous proposons la relation de causalité suivante. Elle s'appelle relation de causalité potentielle. Elle repose sur 2 règles. Tout d'abord, une relation dite temporelle qui est basée sur la co-occurrence et la précédence de 2 événements. Par exemple, ici, A et B sont co-occurrents et A arrive avant B. Et enfin, une relation spatiale qui permet d'intégrer toutes les connaissances a priori de l'expert. Par exemple, imaginons que A soit émise depuis une certaine machine et que B soit émise depuis une autre machine. Et bien, si jamais mon expert me dit oui, mais ces 2 machines sont sur 2 parties totalement indépendantes du réseau, alors il ne serait pas intéressant de considérer une relation de causalité potentielle du point de vue de la relation spatiale. Finalement, les événements de mon log d'un côté et ma relation de causalité potentielle de l'autre vont définir respectivement les sommets et les arcs d'une même structure de graphe appelée DIG pour Directed Interval Graph. Notamment, les chemins du DIG vont correspondre aux chaînes de causalité potentielle et c'est ce qu'on va souhaiter stocker et compter dans une structure dédiée. Notamment, si on va vouloir plus tard faire de l'analyse de cause racine, eh bien, il suffira d'identifier l'état courant de mon système à l'état correspondant dans la structure, puis de remonter les chaînes de causalité pour en étudier les causes racines. Et dans un cadre de prédiction d'alarme, eh bien, il suffira d'identifier l'état courant de mon système à un état passé dans la structure et de voir comment cet état passé a évolué dans le temps. Alors, à cet effet, nous proposons le DIGDAG pour Directed Interval Graph, Directed Acyclic Graph. Il s'agit ni plus ni moins que d'un automate fini déterministe acyclique étixé sur les sommets et reconnaissant les chemins du DIG. Notamment, il s'agit d'une structure interprétable qui permet l'intégration de connaissances a priori grâce à la notion justement de causalité potentielle, et enfin une structure qui peut être construite en ligne. Alors pour ça, on va avoir besoin d'une autre représentation du log, une représentation non pas graphique, mais sous forme de mots. Ici, en fait, à l'activation d'un événement, eh bien, on va émettre une lettre correspondant à cet événement, et à la désactivation de ce même événement, eh bien, on émettra plus tard une lettre barrée correspondant à cet événement. Par exemple, ici, on commence avec l'événement A, donc on reçoit la lettre A, puis l'événement B, donc on reçoit la lettre B, pareil pour C, et puis à la désactivation de A, eh bien, on va voir apparaître un A bar, et ainsi de suite. Ce mot va nous permettre de traiter le log lettre par lettre, et ainsi de construire en ligne le DIGDAG. Alors pour ça, je vous propose de construire en ligne le DIGDAG sur notre exemple jouet. Avant toute chose, il faut savoir que cet algorithme de construction du DIGDAG repose sur la notion de sommet actif, c'est-à-dire que ça va déterminer les endroits de la structure qui vont croître selon la lettre reçue. Et enfin, donc, un DIGDAG est initialisé avec la construction d'une racine qui, elle, est toujours active. Nous sommes au temps 1, nous recevons notre première lettre A, et donc on va faire pousser la structure en conséquence à partir de la racine, et puisque c'est la première fois qu'on voit l'événement A, eh bien on va initialiser un compteur à 1. Maintenant, c'est au tour de B de s'activer. Donc là, en fait, on voit apparaître 2 nouvelles chaînes de causalité, B et AB. Et une possibilité, ça aurait été de simplement créer 2 feuilles, mais pour des soucis de compacité, eh bien, on va fusionner ces feuilles en une seule, ainsi créer un DAG. C'est ce qu'on va appeler l'opération de fusion.
On reçoit C, il se passe la même chose. Et maintenant, A est désactivé. Donc là, ce qui va se passer, c'est que s'il devait y avoir des événements ultérieurs, eh bien, l'événement A et ces événements-là ne sauraient être liés par la relation de causalité potentielle du fait de la relation temporelle. Par conséquent, il n'y a pas de raison de faire croître la structure de Dig-Dag à partir de ce sommet, et donc on le désactive simplement. On fait pareil pour B, puis pour C. Et maintenant, donc, on reçoit de nouveau A. Donc là, le sommet correspondant existe déjà. Il suffit simplement de le réactiver. Et puisque c'est la seconde fois qu'on voit l'alarme A, eh bien, on va simplement incrémenter le compteur correspondant en conséquence. Là, c'est activé, il va se passer quelque chose d'un peu différent. En effet, nous avions une feuille étiquetée par C, et là, on se retrouve avec cette feuille qui va être divisée en deux. Alors, pourquoi ça? Eh bien, imaginez, comme c'est le cas ici, qu'on reçoive un événement étiqueté par la lettre D, eh bien, il est absolument hors de question de stocker dans le dig-dag des chaînes que nous n'aurions pas observées, notamment la chaîne A, B, C, D. C'est pourquoi, à titre préventif, au moment de recevoir C, eh bien, nous avons diviser cette feuille en deux selon que la feuille est des parents actifs ou des parents inactifs. A se désactive, là on connaît la marche à suivre, il suffit de désactiver les sommets en conséquence, pareil pour C, pareil pour D. Okay. Alors cet algorithme que je vous ai présenté, je vous le disais un peu plus tôt, est inspiré d'un algorithme plus ancien, l'algorithme d'Ukonen. Notamment, cet algorithme vise à construire en ligne l'arbre des suffixes d'un mot, et tout comme l'algorithme de construction du dig-dag, cet algorithme d'Ukonen repose sur la notion de sommet actif. Néanmoins, il y a quelques différences avec notre algorithme. Notamment, le dig-dag ne reconnaît pas les suffixes d'un mot, mais bien le langage formé par les chemins du dig. Et ce même dig-dag ne prend pas la forme d'un arbre, mais la forme d'un dag, ce qui nécessite des opérations de fusion et de scission. Notamment, le fait que le dig-dag soit un dag est là pour des raisons de compacité. Par exemple, ici, nous avons comparé la taille du dig-dag tel que je vous l'ai présenté plutôt au travers de la construction de cet exemple joué, avec un dig-dag construit sans opération de fusion, ce qui va donner un dig-dag arborescent, ainsi qu'un dig-dag sur lequel nous aurions forcé une minimisation à chaque mise à jour. Bon, on va remarquer plusieurs choses. Tout d'abord, c'est qu'un dig-dag sans opération de fusion ni de scission, c'est complètement inutilisable en pratique puisque ça explose en taille beaucoup trop vite. Et au contraire, un dig-dag avec ses opérations de fusion et de scission, eh bien, en pratique, c'est presque minimal. Néanmoins, ça ne veut pas dire pour autant que les logs utilisés en pratique n'engendrent pas des dig-dags trop volumineux. Par exemple, on nous a donné un fichier de traces issu d'un réseau GSM qui comprenait plus de 35 000 événements. Bien, le dig-dag correspondant avait plus de 20 000 sommets et 400 000 arcs. Alors, malgré le fait que cette structure ait été construite en seulement 25 secondes, eh bien, ça fait une structure qui est complètement, qui est très peu facilement analysable par l'expert. Aussi, il serait judicieux de proposer un système de requête capable d'identifier et d'extraire les parties importantes du dig-dag. Alors, ce système de requête, ça tombe bien, nous en proposons un. Il s'agit donc d'un système capable de n'étudier qu'un ensemble réduit de chaînes de causalité jugées pertinentes selon les critères de l'expert. Ces critères peuvent reposer sur la notion d'arc, de sommet, ou encore le langage reconnu par les chaînes recherchées par l'expert. Donc, ce système de requête fonctionne en deux phases. Une phase aller qui va sélectionner un ensemble de chaînes candidates et une phase retour qui va finir de sélectionner les chaînes recherchées à partir de cet ensemble de chaînes candidates. Chaque phase agit de la manière suivante. En fait, il va s'agir d'une marche parallèle avec les chemins du dig-dag d'un côté et l'automate qui sert à décrire le langage spécifié par l'expert de l'autre. Ainsi, nous avons appliqué à notre fameux dig-dag issu d'une trace GSM un autre outil de requête. En particulier, nous avons choisi de rechercher les chaînes suivantes. Nous avons choisi donc de rechercher les chaînes telles que tous les sommets aient une sévérité d'au moins 1. Donc ici, la sévérité dans ce log, c'est un score de 0, le moins grave, à 3, le plus grave. Les chaînes qui ont également leur dernier sommet avec une sévérité d'au moins 2 et telles que le ratio des arcs ait une valeur d'au moins 0,7. Alors, qu'est-ce que le ratio? C'est une métrique qui est construite à partir
des compteurs du DIGDAG et qui représente une probabilité empirique de l'activation d'un arc étant donné le symbole du sommet cible. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette simple requête, eh bien, on passe d'une structure qui était gigantesque à la base à quelque chose qui est beaucoup plus à taille humaine et qui est plus facilement analysable par l'expert. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'à côté, les experts qui nous ont fourni ce log ont cherché de leur côté la cause racine et que cette cause racine se trouve dans ce sous-DIGDAG. Alors, le DIGDAG a été a permis de nombreuses contributions, dont 2 articles, 2 démos, une implémentation en Python 3 sous la forme d'un module propriétaire, et notamment le DIGDAG a été l'opportunité de collaborer avec des business units de Nokia, et notamment donc le code associé a pu être transféré et exploité dans certains de leurs produits. Alors pour l'instant, je vous ai quand même beaucoup parlé d'analyse de cause racine, mais pas encore trop de prédictions. Donc je vais me rattraper dans cette partie. Je vais en effet vous présenter 2 modèles classiques pour la prédiction de données temporelles, les modèles de Markov caché et les réseaux de neurones récurrents. Notamment, on va comparer ces 2 modèles sur le plan de leur expressivité dans le cadre de transition linéaire gaussien, avec d'abord l'hypothèse de variables latentes continues, puis plus tard de variables latentes multidimensionnelles. Alors notez bien qu'il s'agit que nous passons donc d'une partie plutôt algorithmique à maintenant une partie un peu plus probabiliste. Alors, qu'est-ce que la prédiction? Eh bien, simplement, c'est prédire une observation xt plus 1 à partir de la suite d'observations passées x de 0 à t. Notamment, on va supposer que ces observations sont réalisées à partir d'une loi de probabilité p de x de 0 à t. Sauf qu'en pratique, cette loi est inconnue. Aussi, on va plutôt proposer un modèle paramétrique pθ de x de 0 à t, dont le but sera d'approcher au mieux cette loi p de x de 0 à t. En particulier, ce modèle doit répondre à un certain nombre de contraintes. Tout d'abord, le pouvoir modélisant de ce dernier doit être suffisamment grand pour espérer approcher p de x de 0 à t. De plus, ce modèle doit posséder des outils d'apprentissage pour effectivement pouvoir estimer les paramètres du modèle et ainsi approcher p de x de 0 à t. Et enfin, notre modèle doit répondre à notre question initiale de la prédiction. De manière générale, il faut retenir que le choix d'un modèle repose sur le compromis entre réalisme et calculabilité. Alors notamment, un modèle peut voir son pouvoir modélisant ou expressivité enrichi, notamment par l'ajout de variables latentes, qu'on note ici h de 0 à t. Alors, la loi des observations pθ de x de 0 à t devient la marginale de la loi jointe pθ de x de 0 à t, h de 0 à t. Notamment, on peut citer 2 types de modèles classiques à variables latentes, les chaînes de Markov cachées et les réseaux de neurones récurrents. Tous deux, on possède de nombreuses applications pratiques, possèdent également des algorithmes qui permettent l'apprentissage de leurs paramètres, et enfin, ces modèles permettent le traitement récursif des observations. Alors, avant toute chose, il faut savoir que des variables latentes peuvent prendre plusieurs formes, elles peuvent être continues ou discrètes, mais dans tout le reste de cette présentation, nous ne parlerons que de variables latentes continues, dans la mesure où c'est toujours le cas pour les réseaux de neurones récurrents, et c'est souvent le cas, il existe de nombreuses utilisations pratiques de chaînes de Markov cachées à variables latentes continues. Commençons par présenter les réseaux de neurones récurrents. Il s'agit de modèles dont les variables latentes sont construites de manière déterministe au travers d'une fonction qu'on va noter ici, fθ, ht-1, xt-1, et notamment cette fonction, lorsqu'on va recevoir les observations une à une, vont nous permettre de construire la suite des états cachés h de 0 à t, et à partir de ça, eh bien, la loi des observations pθ de x de 0 à t va pouvoir être factorisée en fonction des transitions de l'observation, sachant l'état caché courant. Autrement dit, se donner cette fonction et cette loi de transition suffit à caractériser pleinement notre modèle. Notamment en pratique, fθ peut prendre la forme d'un réseau de neurones et pθ, xt, sachant ht, par exemple, prendre la forme d'une loi normale centrée sur les états cachés, sur l'état caché courant. Notamment, les réseaux de neurones en général doivent leur succès grâce à certains théorèmes d'universalité à leur égard. Il s'agit en fait de résultats attestant de leur capacité à approcher de manière arbitrairement proche n'importe quelle fonction réelle continue. De plus, l'algorithme de rétropropagation permet un calcul efficace du gradient, ce qui facilite
leur apprentissage. Et enfin, donc, les réseaux de neurones récurrents permettent la prédiction de manière récursive. Par exemple, si on se donne un état caché ht-1 et une observation xt-1, eh bien, on va pouvoir mettre à jour cet état caché ht-1 en ht grâce à notre fonction fθ. Et cet état caché va pouvoir d'une part servir pour la prédiction de la prochaine observation xt grâce à pθ de xt sachant ht, et d'autre part, cet état caché sera réutilisé plus tard, lorsqu'on aura effectivement observé xt, pour produire le prochain état caché, et ainsi de suite. Parlons maintenant des modèles de Markov cachés. Leur loi jointe pθ de x2 h2 se factorise selon les lois de transition suivantes. Pθ, donc la loi de l'état caché sachant l'état caché au temps précédent, et la loi de l'observation sachant l'état caché courant. Notamment, on obtient les propriétés suivantes. La suite des états latents est une chaîne de Markov. Conditionnellement aux états latents, les observations sont indépendantes, et conditionnellement aux états latents, une observation ne dépend que de l'état latent courant. Alors, tout comme les réseaux de neurones, les modèles de Markov cachés possèdent de nombreuses utilisations pratiques. En particulier, la prédiction est permise grâce à cette équation, et cette équation est calculée notamment grâce aux transitions du modèle d'une part et au calcul de la loi de filtrage. Cette quantité peut être obtenue au moyen d'un calcul récursif qui dépend également des transitions du modèle. Autrement dit, les transitions du modèle suffisent pleinement à caractériser et à permettre de calculer la prochaine prédiction. Enfin, les paramètres du modèle peuvent être estimés au moyen de l'algorithme EM. Il s'agit d'une méthode générale pour l'estimation des paramètres d'un modèle à variable latente. Alors, pour résumer, donc, la loi jointe pθ x2 h d'un HMM peut être factorisée selon les lois du modèle. Notamment, cette factorisation selon les lois conditionnelles peut être représentée de manière classique sous la forme de ce réseau bayésien. De même, pour les RNN, nous avons vu que la loi pθ de x2 pouvait être obtenue comme suit. Et là où ça va être intéressant, c'est qu'on va déjà voir apparaître certaines similarités entre les HMM et les RNN. Notamment, XS ici est obtenu à partir de HS pour ces deux modèles, et l'état caché est construit à partir de l'état du système au temps précédent, que ce soit pour les HMM ou pour les RNN. On va voir néanmoins certaines différences. Par exemple, ici, la construction de l'état caché d'un RNN est faite de manière déterministe quand elle est aléatoire pour un HMM. Et cette construction de l'état caché ne fait intervenir que l'état caché au temps précédent pour les HMM, alors que dans le cas d'un RNN, ça fait à la fois intervenir l'état caché au temps précédent et l'observation au temps précédent. Aussi, HMM et RNN peuvent être vus comme deux cas particuliers d'un même modèle plus général qu'on va appeler GUM pour modèle génératif unifié. Notamment, donc, ici, ce qui va apparaître, c'est que l'état caché va pouvoir être construit de manière déterministe ou aléatoire, et que cet état caché peut dépendre de l'état caché au temps précédent et ou de l'observation au temps précédent. Tout comme les HMM, la loi jointe d'un GUM peut être factorisée selon les loi de transition. Alors donc, nous avons deux modèles, les HMM et les RNN, et nous allons souhaiter savoir à peu près lequel choisir, c'est-à-dire être en mesure de les comparer. Alors, les comparer sur quel plan? Nous avons vu un peu plus tôt qu'un point intéressant était celui de leur pouvoir modélisant. Donc pour ça, il y a deux stratégies. La première est dite empirique, où on va considérer un jeu de données, et l'idée, ça va être d'entraîner chaque modèle sur ce jeu de données, et la question de l'expressivité va alors devenir quel modèle approche le mieux la loi sous-jacente aux données observées. Une autre stratégie est une stratégie analytique, où là, on va chercher à décrire l'ensemble des lois pθ de x2 atteignables par chacun des deux modèles, et l'idée, ça va alors être de comparer chacun de ces deux ensembles. Nous avons choisi la seconde approche dans la mesure où ce genre d'étude vient à manquer. Néanmoins, ce genre d'étude est souvent difficile dans le cas général. C'est pourquoi nous avons besoin d'un cadre d'étude simplifié, et notre cadre d'étude est le suivant. Il s'agit en fait de GUM dont les transitions sont linéaires gaussiennes. En particulier, ce qu'on va obtenir à partir de cette hypothèse, c'est que les lois des observations pθ de x2 vont en fait être une gaussienne caractérisée par ces moments d'ordre 1 et 2.
Notons qu'on peut très simplement retrouver les modèles particuliers HMM et RNN. Dans le cas du HMM, il suffit de se débarrasser de cette dépendance en prenant le paramètre C égal à 0. Et pour les RNN, il suffit de rendre déterministe la construction de l'état caché en prenant cette variance alpha égale à 0. Cette seconde contrainte est en fait issue de l'initialisation qu'on fait traditionnellement pour un réseau de neurones récurrents. Enfin, et sans perte de généralité, on va faire une hypothèse supplémentaire. On va supposer que les marginales des observations sont centrées réduites. Et ce qu'on va obtenir à l'issue de cette seconde hypothèse, c'est qu'on va passer d'une étude sur des lois de probabilité à une étude sur des fonctions de covariance. Et ça, c'est beaucoup plus simple. La fonction de covariance, justement, d'un GUM linéaire gaussien se présente comme ceci. Elle a une structure assez particulière. Notamment, on peut voir qu'elle ne dépend pas du temps, c'est-à-dire qu'on a une propriété de stationnarité. Et en plus, on peut voir qu'elle se factorise sous la forme A K-1 grand B. Autrement dit, la loi des observations Pθ de x de sur T est une loi normale centrée de matrice de covariance RT-AB, où cette matrice est en fait fonction de notre paire AB. En plus, la stationnarité offre une structure particulière à cette matrice de covariance, puisqu'elle est dite de Toeplitz, c'est-à-dire que les coefficients sur les diagonales sont tous égaux. Ainsi, donc, une distribution dans notre cas d'étude est caractérisée par une paire AB. Néanmoins, ça ne veut pas dire pour autant que n'importe quelle paire AB caractérise bien une distribution. En effet, nous avons la propriété suivante, la suite 1B, AB, A carré B, etc. est une fonction de covariance si et seulement si la matrice RTAB est semi-définie positive pour tout T. Notamment, grâce à la structure de Toeplitz de cette matrice, on va pouvoir déterminer l'ensemble des paires AB qui caractérisent bien une distribution. Cet ensemble est représenté par la courbe rouge, et en fait, chaque point de cette courbe correspond à une paire AB qui représente donc une distribution. Maintenant, la prochaine question va être de savoir, pour toute paire AB autorisée, existe-t-il un GUM, un HMM ou un RNN permettant d'atteindre la distribution correspondante? Alors pour les GUM, la réponse est assez rapide. Pour n'importe quelle paire AB autorisée, on pourra toujours trouver au moins un GUM atteignant cette distribution. Pour les HMM, les paires qui mènent tel qu'il existe un HMM sont données par cette surface bleue, et respectivement pour les RNN avec cette courbe en orange. Alors là, on peut faire plusieurs remarques. Tout d'abord, il n'y a pas d'inclusion particulière entre l'expressivité des HMM et celle des RNN. Par exemple, certaines distributions peuvent être obtenues au travers d'un RNN, mais pas d'un HMM mais pas d'un RNN, les deux, ou encore aucun. De plus, on pourrait a priori supposer que les HMM sont plus expressifs que les RNN, mais c'est vraiment à nuancer par le fait que, il y a cette contrainte supplémentaire sur l'initialisation des RNN que n'ont pas les HMM. Alors toutes ces conclusions, elles sont valables dans le cadre de notre étude, et notamment, il y a une hypothèse qui est insatisfaisante d'un point de vue pratique, c'est celui d'avoir supposé les états cachés, les variables latentes scalaires. En effet, ce n'est par exemple clairement pas le cas pour des réseaux de neurones récurrents. Aussi, donc, on va relâcher cette hypothèse et ainsi généraliser un peu plus notre étude en supposant désormais ces états cachés de dimension n. Alors, la variance et la covariance obtenues dans ce cas restent calculables de manière assez similaire à ce qu'on a pu voir dans le cas scalaire. Néanmoins, on va voir apparaître certaines différences. Tout d'abord, on va perdre la stationnarité. En effet, ici, état dépend désormais du temps. Donc, cette première difficulté peut être résolue en supposant état 0 égale état 1, ce qui implique l'équation suivante. Et cette équation n'a de sens que si la matrice A plus CB a toutes ses valeurs propres dans le disque unité ouvert. Autrement dit, en faisant ces deux hypothèses, on peut se débarrasser de cette première difficulté. Néanmoins, il en demeure d'autres. Par exemple, la covariance n'est plus de la forme AK-1B comme dans le cas scalaire, mais de la forme HFK-1N. En effet, en passant dans le cas multidimensionnel, on perd la commutativité du produit, et donc on ne peut plus rapatrier ce terme de l'autre côté de FK-1. Et enfin, on perd également l'unicité de la factorisation
En effet, pour une même fonction de covariance, eh bien, il correspond en fait une infinité de triplés HFN possibles. Maintenant, la question, ça va être comment exploiter cette structure de la covariance pour répondre à la question de l'expressivité de nos modèles. Alors pour ça, on va se poser 3 questions. Tout d'abord, quelles sont les conditions pour qu'une suite RK se factorise sur la forme RK égale HFK-1 n, pour tout cas dans n étoiles. Puis ensuite, quelles sont les conditions pour qu'une suite factorisable soit de plus une fonction de covariance. Et enfin, étant donné une fonction qui soit à la fois donc, de covariance et factorisable, est-ce que cette fonction de covariance factorisable est réalisable par un GUM, un HMM ou et un RNN. Alors pour ça, on va s'aider de la théorie des systèmes. Notamment, donc, la théorie des systèmes vise à l'étude des systèmes d'état. Il s'agit de modèles qui décrivent l'évolution d'un état caché et d'une observation au fil du temps à travers ces transitions-là. Notamment, donc ici, U et V en fait, vont correspondre à deux bruits corrélés. Là où c'est particulièrement intéressant, c'est que la fonction de covariance qui est ici des systèmes d'état, ressemble et en fait a une forme extrêmement similaire à celle qu'on a pu voir du côté des GUM. Donc on retrouve cette factorisation sous la forme RK égale HFK-1 n. Et ainsi, les questions que nous avons été amenés à nous poser, en fait, ont déjà été posées dans le cadre de la théorie des systèmes. C'est ce qu'on appelle la théorie de la réalisation. Alors, cette théorie de la réalisation se décompose principalement en deux temps. D'abord, il y a la réalisation déterministe, c'est-à-dire, étant donné une suite quelconque RK, est-ce que je peux la factoriser et trouver un triplet HFN correspondant? Et enfin, donc, il y aura l'étape de réalisation dite stochastique, où étant donné une suite factorisable et un triplet associé, est-ce que je peux trouver les paramètres d'un système d'état réalisant cette suite? Alors, nous avons notre première question était la suivante: quelles conditions pour qu'une suite quelconque soit factorisable? Donc, pour ça, on va passer par la matrice suivante. Il s'agit d'une matrice de dimension infinie de première ligne correspondant en fait au terme de la suite RK, et cette matrice a de plus une structure dite de Hankel où les coefficients antidiagonaux vont être égaux. Notamment, O et Kalman montrent qu'une suite RK quelconque se factorise sous la forme RK égale HFK-1 n, si et seulement si cette matrice de dimension infinie est de rang fini. En plus, ils permettent de caractériser l'ensemble des solutions. En effet, donc deux triplés vont être de réalisation minimale si et seulement si on peut passer de l'un à l'autre au moyen d'une matrice T inversible. Maintenant, nous avons une suite factorisable, et maintenant, il va s'agir de savoir quelles conditions sont de plus requises pour que cette suite soit également de covariance. Alors pour ça, on va s'appuyer sur un autre résultat, le lemme positif réel, qui va apporter une réponse implicite à cette question. La formulation de ce lemme est la suivante: une suite RK factorisable est une fonction de covariance si et seulement si le système contraint suivant admet au moins une solution. Alors, ce système est issu des équations des systèmes d'état, et il s'agit donc d'un système linéaire contraint à 3 équations et 4 inconnues, et de fait, l'ensemble des solutions peut être paramétré par P, d'où la formulation actuelle. Maintenant, nous avons une idée plus précise de quelles sont les fonctions de covariance factorisables, et la question va être de conclure sur l'expressivité de mes GUM dans un premier temps, puis plus tard des HMM et des RNN. Alors pour ça, on va passer par une reformulation un peu plus intelligible du lemme positif réel. En effet, une suite quelconque factorisable et de plus de covariance, et bien si et seulement si elle est réalisable par un système d'état. Or, ça tombe bien, en fait, on peut s'apercevoir qu'un GUM peut être écrit sous la forme d'un système d'état et réciproquement. Ici, vous avez les transitions du GUM écrites à la manière d'un système d'état, notamment U' et V' sont de bruit ici gaussien.
Et ce qui va être intéressant, c'est que cette dépendance propre au GUM, donc des observations vers les états cachés, en fait, va se retrouver dans la corrélation des bruits dans un système d'état. Ainsi, on retrouve une conclusion qu'on avait déjà formulée dans le cas scalaire. En effet, une fonction de covariance factorisable est toujours réalisable par un GUM. Maintenant, il s'agit de répondre à la question de l'expressivité pour les HMM et les RNN. Sauf que, ok, je sais que maintenant, pour toute fonction de covariance réalisable, eh bien, je peux trouver au moins un GUM. Mais est-ce que parmi ces GUM, eh bien, je peux trouver un HMM ou un RNN? Alors pour ça, nous avons la théorie de la réalisation qui dit que on va, étant donné une fonction de covariance factorisable, eh bien, on va obtenir un triplet au moyen de la réalisation déterministe. Et à partir de ce triplet, eh bien, on va chercher parmi l'ensemble de GUM, eh bien, s'il existe des HMM. Sauf que, imaginons que je ne trouve pas de HMM. Est-ce que cela voudrait dire qu'il n'y a pas de HMM du tout pour cette fonction de covariance factorisable, ou juste que je n'ai pas pris le bon triplet? Alors rappelez-vous, en fait, on est capable de relier les triplets obtenus par la réalisation déterministe l'un à l'autre, et de fait, caractériser l'expressivité des HMM pour un triplet, eh bien, c'est le faire pour tous les triplets. Finalement, on peut conclure donc sur l'expressivité des HMM et des RNN. Pour ça, on va appliquer le lemme positif réel à ces cas particuliers. Donc, dans le cas d'un HMM, eh bien, cette dépendance manquante des observations vers les états cachés se traduit par une décorrélation des bruits. Et ensuite, le déterminisme apporté donc le déterminisme présent dans la construction des états cachés pour le RNN se transforme en fait se traduit par un rang du système égal à 1. Alors rappelons quand même qu'il s'agit d'une caractérisation implicite de l'expressivité des HMM et des RNN. Pour résumer, donc, nous avons vu deux choses. Tout d'abord, je vous ai présenté le DIGDAG, une structure capable de stocker et de compter des liens de causalité observés dans un log. Puis, notamment, je vous ai montré que cette structure pouvait être construite en ligne, qu'elle pouvait tenir compte des connaissances a priori de l'expert, et notamment que cette structure était interprétable. En particulier, le DIGDAG était l'opportunité de collaborer avec des business units de Nokia, et notamment, nos algorithmes concernant le DIGDAG ont pu être transférés et exploités dans le cadre de cette collaboration et dans certains de leurs produits. Concernant les modèles génératifs, du coup, nous avons parlé des GUM. C'est un modèle qui se veut être un pont entre deux modèles génératifs classiques, les HMM et les RNN, et notamment à travers l'étude de l'expressivité des GUM linéaires gaussiens, eh bien, nous avons pu d'une part établir dans le cas de variables latentes scalaires une cartographie explicite de l'expressivité de ces modèles, et dans le cas de variables latentes multidimensionnelles, nous avons pu établir des liens forts avec la théorie des systèmes. Fort heureusement, il reste encore de nombreuses perspectives d'amélioration à nos travaux. Tout d'abord, concernant le DIGDAG, eh bien, en fait, on peut s'apercevoir qu'en pratique, dans les réseaux, eh bien, il existe des parties analogues l'une à l'autre, et donc l'idée serait d'intégrer directement dans la construction du DIGDAG ces analogies. Enfin, nous avons parlé notamment de ratio, une métrique empirique en particulier assez pratique pour l'analyse de causes racines. Et l'idée serait d'apporter un cadre probabiliste plus rigoureux au DIGDAG pour des utilisations plus poussées, et notamment pour la prédiction d'alarme. Côté modèle génératif, l'idée est de continuer à généraliser notre étude pour pouvoir s'approcher toujours plus des conditions qui sont faites, des conditions d'utilisation pratiques des modèles utilisés. Et cela passe notamment par la généralisation aux cas non linéaires et ou non gaussiens. Pour conclure, eh bien, j'ai eu énormément de plaisir à travailler sur cette thèse, puisque le problème de la gestion de réseau m'a permis de croiser différents domaines de recherche. Si vous souhaitez plus de précision concernant mes travaux, eh bien, vous pouvez en trouver dans mes publications. Juste pour la génération au cas multidimensionnel, il faudra patienter encore un peu, car un article de revue est encore en cours de rédaction. Il ne reste plus qu'à vous remercier pour votre attention. Et puis, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Parfait pour le timing.
Donc, on va passer aux questions et je propose de faire ça de manière pas très originale, en commençant par les rapporteurs dans l'ordre alphabétique. Donc, Maurizio Filippone. Ouais, merci. Je passe à l'anglais si je peux. Bien sûr. Je peux répondre en français si tu veux. D'accord. So thank you for this thesis and for the invite. I would like to thank you and the supervisor, Francois. It was really great to read your thesis. Achille has been my student at Eurocom. He did a project with me, and it's a great development. It's great to see, such a great amount of work done in these 3 years. I really like the thesis. I struggled a bit because it's in French, but I can manage. I really like your presentation. I think a lot of the things that were written in the thesis took a lot of visual forms here in the presentation. I really liked it, and so this also sparked a lot of questions in my head. So I'll try to make it short. I have maybe one question about the DigDag part, and you were talking about at the beginning. You were talking about novelty detection as one of the desirable things you want to do with this data, with the log data. And I think the representation with the DigDag is a really good idea to get the structure you can then traverse and so on. I was kind of wondering how you would do novelty detection in that case, because I mean, normally the way in my group, we approached novelty detection in the past was to say, we have a lot of data that we consider kind of normal, and then we model this data as normal, and then anything that we see that does not comply with our notion of normal, we flag it with a certain degree of how much we think this is going to be a novelty. And I was wondering how you can actually communicate these kind of results using the DigDag structure. Ok. En français? Oui, oui. Donc déjà, il y a quelque chose qui est assez intéressant du côté du DigDag, c'est qu'on stocke l'ensemble des liens de causalité potentiels. Donc là où ça va être intéressant, c'est qu'on va aussi bien stocker les motifs qui vont être très fréquents que les motifs qui vont être plus rares. Et notamment, l'idée du ratio va me permettre de nous retrouver aussi bien ces motifs présents que ces motifs plus rares. Concernant les anomalies, j'imagine que comment dire, l'idée, donc, ça va être, sauf que, pardon, le ratio, donc, il va permettre en fait de filtrer des arcs qui sont non pertinents. Mais après, tout ce qui va être pertinent, eh bien, c'est soit des choses qui vont être habituelles, soit des choses qui vont être anormales. Donc pour ça, en fait, on va avoir besoin de quelque chose de supplémentaire qu'on n'a pas pour l'instant. Pour l'instant, on repose essentiellement sur l'expertise de l'expert. C'est pour ça qu'on a ce système de requête très pratique qui va permettre de fouiller notre structure et permettre donc à l'expert de cibler très précisément ce qui l'intéresse et ce qu'il va juger anormal. Et après, donc, si on veut quelque chose d'un peu plus automatisé, justement, l'idée, ça va être d'apporter une notion plus probabiliste au DigDag qu'on n'a pas encore pour l'instant, et ainsi transformer d'une certaine manière cette structure en quelque chose d'un peu plus probabiliste et donc pouvoir dire des choses concernant les motifs anormaux. I mentioned that also, you mentioned this in one of your slides, I think it was 17, where you have this kind of severity of a certain event. Yep. And I was wondering if in the logs you have these kind of continuous variables that tell you something about, again, severity without, like large discretizations into, severity 1, 2, and 3. So if you have something which is like more kind of a continuous score, how easy is it to integrate it within the DigDag structure? So, donc par exemple, là, ici, la sévérité, en fait, ça dépend des logs qui nous sont donnés. Notamment, on n'avait pas de connaissances particulières sur ces logs, et ça a été vraiment les interactions avec les experts qui nous ont permis de savoir ce qui était intéressant et ce qui l'était moins. Notamment, donc, nos événements étaient accompagnés d'une notion de sévérité, et donc, on a utilisé cette notion supplémentaire dans notre DigDag pour essayer d'affiner au mieux nos requêtes. Maintenant, si on a des informations qui vont être plus fines et plus pertinentes, on va pouvoir les intégrer. Et sinon, après, ça se passe plutôt du côté de l'analyse de la structure et donc notamment ces notions de cas de probabilisme, etc. Très bien. OK.
I have one of the questions is on maybe on the second part where you talk about the GUM. So you consider linear case. I think you've done a great analysis of that. And you mentioned in the conclusions that it would be great to extend these results to nonlinear cases. I was wondering, how much do you think that this is actually easy to do? Because I mean, as soon as we start doing nonlinear stuff, compositions, well, theory of deep learning is pretty much non-existent because composition is hard, and so even people that do theory of deep learning, they do linear layers, so it's effectively a linear model. And so I was wondering, I mean, how much of these sort of conclusions you've drawn from the analysis of the linear case, how much do you think they could generalize to cases which are not linear? Alors, des garanties que ça va être simple, j'en ai pas beaucoup. Par exemple, notamment pour cette simple généralisation du passage à des variables latentes scalaires au passage à des variables latentes continues, ça a déjà été pas mal de travail. Et notamment, on a des conclusions qui sont quand même moins impressionnantes que dans le cas scalaire, où là, on avait une cartographie qui était explicite. Là, on passe à une réponse qui est implicite. Donc, dans le cadre de ces généralisations donc au canon linéaire et ou non gaussien, en fait, on espère s'orienter vers des extensions du filtre de Kalman, donc le filtre de Kalman étendu et le filtre de Kalman sans parfum, qui vont en fait donner des approximations. On va travailler à partir de ces approximations. Après, est-ce que ça va être facile? Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, c'est la direction qu'on envisage. Can I just ask another question? Or, sure. Yeah. I have, maybe it's, I don't know how crazy this idea is, but do you think, because you talked about variational encoders at the beginning, one of your slides saying, I mean, most of these deep learning approaches or modeling approaches are not interpretable. Actually, there is this sort of recent literature on variational encoders where they try to obtain some sort of disentangled representation for the latent space, and where disentangled means that you have a few factors that kind of allow you to exhaustively represent the variety you see in the data, and also, and they are minimal in the sense that you don't need any more to represent this variety you observe in the data. And so there are some recent results on disentanglement saying that if it's fully unsupervised, so there is no help by labeling some of these situations or some of these latent factors by a human expert, this is impossible from a theoretical point of view. And so I think you're in the case where domain experts can help you to kind of label the data and so on. So perhaps it is possible to connect, the work you've done on GUM with ICA, which is connected to variational encoders, which has this research on disentanglement, and maybe that could be an angle to sort of perhaps get to a point where you can get some guarantees of identifiability of these latent factors, which in the end are something that you may pass on to the domain experts for validation. I don't know. Alors, je n'ai pas connaissance de ces travaux-là, mais je serais vraiment curieux d'y jeter un coup d'œil. C'est vrai qu'en termes d'interprétabilité, notamment ce qui a motivé la comparaison entre GUM et HMM, entre RNN et HMM, c'est qu'autant les réseaux de neurones ont cette réputation d'être très peu interprétables, autant dans certains cas, les HMM, on peut donner du sens à leur état caché. Donc c'était aussi ce qui avait motivé justement cette comparaison-là, pour voir si on ne pouvait pas tirer justement des pistes ou des liens entre nos modèles. Donc ça reste, je pense, à peu près dans le même esprit. Merci beaucoup. Ok, donc on bascule maintenant avec Mathieu Latapie. Oui, donc déjà, je te remercie pour ton exposé. Puis, comme j'ai étudié ton mémoire de près, je voudrais dire deux mots dessus aussi. J'ai vraiment beaucoup apprécié la lecture, c'est assez souvent. Notamment sur deux caractéristiques assez saillantes et assez originales. La première, c'est vraiment cette façon que tu as de donner une intuition, d'être très carré, d'être très formel à la fois sur tes travaux, sur ce que tu racontes. Donc, vraiment toujours donner des définitions formelles rigoureuses et de faire des preuves assez limpides. Et en même temps donner une intuition à côté.
vraiment avec les mains, et les deux se complémentent vraiment très bien, et ça rend vraiment les choses agréables à lire, parce qu'on a l'impression de tout comprendre relativement facilement, et en même temps, ça dissimule pas la difficulté des choses. Donc ça, c'était vraiment très, très agréable. C'est rare d'avoir les deux. C'est rare d'avoir les deux ensemble. Donc je te remercie et te félicite pour ça. Et puis une autre caractéristique qui est un petit peu liée, mais qui est assez différente, c'est le lien que tu fais entre des questions fondamentales, voire théoriques, et des questions assez applicatives. Et pareil, tu ne te contentes pas de dire 3 mots sur le fait qu'il y a quelque part des applications qui sont intéressées par ça, mais tu vas vraiment nous raconter les applications, d'où ça vient, comment ça se modélise, comment ça se formalise en des problèmes qu'après tu attaques et que tu résous. Et puis, donc déjà, ça c'est très appréciable, et c'est très bien fait dans la thèse. Et puis, tu vas encore plus loin, parce que quand tu as des résultats théoriques et formels, bah, tu t'arrêtes pas là. Tu reviens aux applications initiales, tu discutes les limites et les apports de résultats formels, tu interprètes, tu rediscutes tout ça. Et donc, on a vraiment l'impression d'avoir fait la boucle, et je pense que c'est appréciable. Et pareil, c'est quelque chose d'assez rare, et que je voulais souligner, qui est particulièrement bien fait dans la thèse. Je voulais pas mal de questions. Je vais en choisir quelques-unes, essentiellement sur DigDag, je pense. D'accord. Alors, j'en ai fait un petit peu peur dans mon rapport, une petite frustration. Sur le DigDag, sur ses performances en pratique, sur ce que tu arrives à faire en termes de détection d'anomalies. Donc, c'est des sujets qui sont très regardés. Et comment, j'aimerais savoir un peu plus sur comment ça se compare à l'état de l'art. Est-ce que c'est difficile à comparer à l'état de l'art? Est-ce que c'est trop en avant par rapport à l'état de l'art pour être comparé? Alors, effectivement, il existe de plus en plus de solutions qui cherchent à automatiser toutes ces questions de gestion de log. Et concernant notre approche, ça a été effectivement un petit peu difficile de nous comparer à l'état de l'art, parce qu'on avait vraiment à cœur cette notion d'interprétabilité, et notamment le DigDag repose sur la participation active de l'expert. Il repose sur son expertise, il repose sur les spécificités et les connaissances a priori qu'il aura pu intégrer avant, etc. Et de fait, on n'a pas réussi encore à trop se comparer à l'existant, où on va plus. En fait, notre DigDag, principalement, il stocke et il donne les outils à l'expert pour fouiller dans cette structure. Donc, il ne va pas directement chercher les causes racines. Notamment, on a cette notion de ratio, mais qui est encore un peu flou d'un point de vue théorique, qui va nous permettre de filtrer les arcs non pertinents. Donc, on va pouvoir y voir plus clair. Mais oui, voilà, on n'a pas encore trop pu se comparer à l'état de l'art. D'accord. Et sur le DigDag, toujours, je prends le profil du fait qu'il y en ait un dessiné ici. Donc, tu prends un fichier de log, oui, éventuellement assez gros, tu en fais un DigDag éventuellement énorme. Mais du coup, ce DigDag, c'est lui-même un objet intéressant en soi, j'ai envie de dire, pour jeter le log et juste récupérer le DigDag. Et regarder cet objet-là, et étudier, regarder les caractéristiques de ce graphe-là, et notamment peut-être dire des choses sur ce qu'il y a dans le log, des choses agrégées, à un niveau méta, sur ce qu'il y a dans le log à partir des propriétés du DigDag. Par exemple, je sais pas, les degrés, les transitivités, la transitivité dans le DigDag, des choses comme ça. Donc, je ne pense pas que tu l'aies fait, mais je veux savoir si ça a du sens pour toi. Je pense que ça a du sens. Effectivement, on ne l'a pas fait. Mais ici, en fait, on a toutes les chaînes de causalité qui se retrouvent agrégées. Donc, je pense que ça aurait du sens, justement, d'utiliser des éléments de la théorie des graphes pour pouvoir extraire de l'information et ajouter cette information à la compréhension qu'on a du problème. Après, quelle métrique particulière, ça, je ne sais pas encore. Par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que ce DigDag
n'est pas différent en termes d'informations qu'il contient du DIGDAG arborescent, puisque ces deux structures contiennent de la même manière les chaînes de causalité observées. Mais du coup, oui, je ne sais pas dans quelle mesure la structure peut être utilisée. Je pense qu'elle peut l'être. Mais... Du coup, je me disais, dans cette unité, si par exemple, si je voulais caractériser, enfin, si je voulais comment dire, distinguer les logs réels de logs générés, par exemple, donc je vais faire des stats, donc je vais faire des générateurs de logs qui vont faire que mes stats sont les bonnes. Est-ce que tu penses qu'on peut imaginer que le DIGDAG puisse servir à distinguer entre des traces réelles et des traces générées, par exemple, enfin, des logs réels et des logs générés? Peut-être les logs générés engendreraient des structures, je ne sais pas du tout. Donc, si j'ai bien compris, l'idée, ce serait de confronter un DIGDAG obtenu à partir d'un log réel à une base de données qui contiendrait aussi bien des DIGDAG obtenus à partir de logs réels ou artificiels. Ouais, c'est ça. Par exemple, pour distinguer entre artificiels. Alors, je pense que une piste, ce serait de commencer par partir justement par cet outil de requête, puisque c'est déjà un peu, dans une certaine manière, ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il a on va lui donner un langage des chaînes et il va chercher les chaînes qui correspondent à ce langage. Finalement, un DIGDAG, c'est un automate, donc ça décrit également un langage. Et donc, d'une certaine manière, on doit pouvoir comparer notre DIGDAG à notre base de données. Alors, ça, c'était mes questions principales. Oui, j'avais... tu le mentionnes d'ailleurs à un moment donné dans tes slides. Oui. Mais donc, toujours sur l'histoire de DIGDAG, il y a des graphes d'intervalle qui se promènent. Oui. Et du coup, il y a tout un domaine des graphes d'intervalle, leur propriété, les algos, la complexité, etc. Est-ce que ça joue un rôle dans ce que tu fais? Est-ce que ça pourrait jouer un rôle? Alors, ça pourrait effectivement jouer un rôle. Par exemple, je sais que vous avez travaillé sur les stream graphs, par exemple, et notamment les DIGDAG, on n'en est pas très loin. Dans le cadre des stream graphs, je crois que ce sont les interactions qui ont une durée de temps, alors qu'ici, ce sont les sommes. Donc, on est vraiment sur des outils proches, donc on pourrait effectivement utiliser les éléments de ces théories, mais c'est vrai que là, on ne le fait pas. L'idée, c'est qu'on a notre DIGDAG sous forme de mots. Finalement, ce graphe d'intervalle, on l'utilise surtout à titre représentatif pour avoir les idées plus claires, pour notamment nous permettre de définir cette relation de causalité. Après, on passe directement à la construction du DIGDAG. D'accord. Tu me tends la perche, je vais me retenir, mais je pense que ça sera ma dernière question. Mais du coup, effectivement, si ce que tu avais, et c'est bien qu'on ait des dessins à l'écran, si ce que tu avais, c'était des liens entre des entités, tu vois, si c'était des liens qui avaient une communication anormale entre A et B, déjà dans ton log, tu vois, dans ton log d'origine, si ton alarme c'était une communication anormale entre A et B, une communication anormale entre A et C, et que ça te dise des choses sur B et C, donc, tu vois, plutôt des liens, plutôt d'avoir des segments, avoir justement des liens entre des entités et qu'il y ait des corrélations non triviales. C'est-à-dire que les entités ne bougent pas et c'est ces liens qui s'établissent pendant un certain intervalle de temps. Voilà, avec éventuellement des corrélations structurelles, avec le fait que avoir un lien entre A et B, entre A et C, ça dit des choses sur B et C. Parce que sinon, tu vas juste me dire que mon lien, c'est juste un événement aussi. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui s'étendent? Est-ce que tu penses que c'est très différent? J'ai l'impression, mon intuition me dit que c'est pas extrêmement différent. Par exemple, eh bien ici, l'interaction entre C et B, en fait, est là entre le temps 3 et le temps 5. Et j'ai l'impression quand même que assez naturellement, c'est juste une différence de point de vue. Donc je dirais, comme ça, a priori, qu'on doit pouvoir trouver une équivalence entre les deux formalismes. Ouais, parce qu'en fait, tu construis des liens. C'est ça. Parce que là, le lien
AB, et on peut considérer qu'il dure du temps 2 au temps 4. Alors, j'ai peut-être un dessin plus... voilà. Sur celui-là, par exemple, donc du coup, en fait, notre relation de causalité, par exemple, ici, est basée sur la co-occurrence, et puis en plus, il y a une notion d'orientation avec la précédence. Ouais. Et cette co-occurrence, par exemple, entre A et B, ben, entre le temps 2 et le temps 4. Donc, d'une certaine manière, ben, je pense qu'on va pouvoir retomber sur nos pieds. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci, on va continuer. On ira après vers les directeurs de thèse et leurs invités, parce qu'il y en a un certain nombre. Donc on va finir avec les examinateurs, on va faire à la fin de la tradition. Donc, Joanne Cohen, petite question. Oui, tout d'abord, je remercie de m'avoir invité à cette thèse, surtout que c'est ma première séance de thèse en présentiel depuis X temps. Et je remercie aussi François, Marc-Olivier et Anna qui m'a permis d'être venir ici parce qu'autrement, je ne sais pas plus, j'aurais dû être en distanciel. Donc, qui m'a prêté une salle ce matin. Donc, maintenant, revenons aux choses concrètes, sérieuses. J'ai beaucoup aimé ta présentation. Merci. Parce que je la trouve très pédagogique, très ludique aussi, qui nous permet, vous avez trouvé des images qui nous permettent de très, comment on appelle ça? En fait, c'est moi qui les ai faites. Ah, c'est vous? Oui. Ok, enfin, j'ai bien aimé, très significatif, qui permet de guider, qui nous permet de nous guider. Votre présentation se partage en deux parties. Comme votre document se partage en deux parties. Et la deuxième partie, vous l'avez fait avant, non? Au niveau temporellement? Non, c'est-à-dire qu'on a j'ai d'abord principalement travaillé sur le DIGDAG. Et puis ensuite, c'est un peu plus après que j'ai commencé mes travaux dans le cadre des GAN. D'accord. Parce que je me suis posé la question, en fait, vous parlez beaucoup dans vos documents et aussi dans votre exposé d'interprétabilité, de temps réel, de complexité d'algorithmes qui sont bas. Mais les réseaux récurrents, c'est rien. Enfin, il faut beaucoup de données, il faut beaucoup de temps, c'est pas temps réel. Alors pourquoi ce choix de choisir de travailler sur les réseaux neuronaux récurrents? Ça m'a étonnée. J'avais l'impression que ça... L'idée, c'est que ça reste quand même des modèles dont on parle beaucoup. Il y a beaucoup d'utilisations qui sont faites en pratique de ces modèles. Et donc, il s'agit également de comprendre un peu plus que sont ces modèles. Est-ce qu'on ne peut pas tirer des connaissances théoriques pour comprendre un peu mieux leur utilisation et dans quel cas ils peuvent être pertinents? En effet, par exemple, l'idée de comparer HMM et RNN, c'est aussi de savoir dans quel cadre est-ce que je vais plutôt choisir un HMM ou plutôt choisir un RNN. Donc, finalement, voilà, la motivation de pourquoi des RNN, c'est surtout que voilà, ils connaissent un grand succès. Donc, l'idée, c'est d'avoir les idées un peu plus claires concernant ce succès et comment les utiliser de la manière la plus appropriée possible. On est tout à fait d'accord que ça rencontre un grand succès de deep learning patati patata. Je ne sais plus comment ça s'appelle, récurrent, là, un réseau récurrent. Mais quelque part, il faut une interprétabilité. Et en fait, là, en ce moment, c'est un mur. C'est une raison de plus pour laquelle nous avons souhaité les étudier. C'était pour savoir à quel point était imperméable ce mur. Notamment, nous avons confronté au modèle de Markov caché qui peuvent être un peu plus interprétables, c'est-à-dire qu'il existe des cas où on va pouvoir donner du sens aux variables cachées. Et donc, on espérait en fait voir s'il n'y avait pas des passages à faire déjà des HMM vers les RNN et ainsi les rendre un peu plus interprétables. Mais une voie qui est dans la littérature sur l'interprétabilité, c'est d'utiliser les réseaux récurrents et aussi les auto-encodeurs. Merci. Ouais. Pour réduire le nombre de critères. Là, vous n'avez pas travaillé là-dessus? Non, là, pour l'instant, on a vraiment considéré la forme la plus simple de réseau de neurones récurrents. On en a vraiment une idée qui est extrêmement simple pour pouvoir justement les voir un peu sous la forme d'un modèle génératif et les comparer au HMM. Donc, les réseaux récurrents que je vous ai présentés, en fait, ne sont pas utilisés en pratique, mais pour pouvoir faire notre analyse
notre comparaison analytique, eh bien, on doit avoir quand même un cadre simplifié et du coup, on travaille avec cela. Parce que pour moi, le travail que vous avez fait sur les réseaux récurrents, c'est vraiment calculer la puissance de calcul en fait, de cet outil. Ce n'est pas du tout lié à une notion d'interprétabilité. C'était cette motivation ou Parce que pour moi, c'était qu'est-ce qu'on peut calculer avec un réseau de neurones. Quand j'ai vu ça, c'était ça. Avec voilà, la première question, c'était la première question que nous nous sommes posée, c'était il y a les réseaux de neurones, est-ce que c'est intéressant ou pas? Notamment, je sais qu'il y a aussi les HMM, est-ce que c'est intéressant ou pas? Lequel est le plus intéressant? Et en fait, de fil en aiguille, ben, il a fallu trouver un point sur lequel les comparer. Et notre première piste était celle de l'expressivité. Sachant que pour avoir une réponse pleinement satisfaisante, eh bien, il faudrait parcourir l'ensemble des points qui sont pertinents pour ces modèles. Par exemple, donc, on a parlé de l'expressivité, mais on n'a pas parlé de l'apprentissage, ni, par exemple, on n'a pas parlé de l'apprentissage. Donc ça, c'est d'autres points sur lesquels il faudrait également porter un regard pour avoir une idée complète sur le positionnement de ces outils. Je peux avoir la slide 17, je crois. Oui. Hop. C'est toujours la même slide, voilà. Ouais. En fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, vous travaillez sur des problèmes d'aide à la décision. Vous avez votre petit expert, vous avez votre log, vous construisez votre digraphe, et puis votre expert analyse le digraphe, vous avez vos outils, ok. Mais quelque part, les experts, c'est un homme. Ouais. Ça signifie qu'il y a des erreurs. Est-ce que vous avez des outils? Est-ce que vous savez comment vous pouvez dire est-ce qu'à un moment donné, que votre expert puisse se tromper? Pour l'instant, on n'en a pas. Parce que c'est bien les réseaux, mais ça peut s'appliquer dans des systèmes critiques. Par exemple, je ne sais pas moi, on va dire une centrale nucléaire en ce moment. En fait, l'idée, c'est que les erreurs, elles sont partout, aussi bien du côté humain que logiciel. Et ici, effectivement, donc on n'a pas considéré cette éventualité-là de l'erreur de la part de l'expert. Déjà parce que effectivement, ça n'a pas été exprimé comme une contrainte importante quand on a pu parler avec les experts avec qui on a pu interagir. Donc, c'est effectivement un point intéressant. Et après, oui, donc voilà, je sais pas. Je ne sais pas comment ça peut à quel point la méthodologie qu'on propose est résiliente à l'erreur. Mon espoir, c'est que les structures et les outils qu'on fournit sont suffisamment compréhensibles et interprétables par l'expert pour justement qu'ils ne soient pas perdus dans les données qu'il considère et que du coup, on va limiter d'une certaine manière les erreurs. L'expert, ça coûte cher. Le temps d'expert, ça coûte cher. Donc, quelque part, vous avez, quand vous faites un modèle comme ça, votre relation de, je me souviens plus. Causalité potentielle. Ouais. L'expert, il ne le dit pas toutes ses connaissances. Donc en fait, il y a des connaissances qui sont pas intégrées. Est-ce que vous avez des algorithmes? Est-ce que vous pensez comment on peut intégrer ces choses non cachées, la connaissance qui ne le dit pas, ça, parce que pour eux c'est tellement évident que. Alors, il y a deux endroits en fait dans lesquels l'expert va pouvoir intégrer ses connaissances. Il y a déjà dans la définition de la notion de causalité potentielle, même au travers de la relation temporelle, parce que ça, je vous ai présenté cette notion de co-occurrence et de précédence, mais ça encore, ça peut être modifié. Et enfin, il y a dans la façon dont l'expert utilise l'outil de requête pour rechercher les causes possibles d'une panne. Donc, ces connaissances intuitives qu'il ne va pas nécessairement mettre dans la relation de causalité potentielle, il les mettra sans doute en œuvre dans l'utilisation du système de requête. Après, s'il y a des moyens automatisés, pour l'instant, non.
Mais si à l'avenir, eh bien, on a des outils qui sont capables, justement, on parlait de créer des bases de données de DigDag, etc., ben ça, c'est tout autant de connaissances qu'on aura pu tirer de l'expérience et qu'on peut potentiellement, a posteriori, pardon, intégrer après dans une redéfinition de la causalité potentielle. Quand j'ai vu les DigDag, j'ai pensé au Monte Carlo. Monte Carlo. Ouais. Quel est le lien? Est-ce que vous avez un lien sur l'apprentissage? Parce qu'en fait, moi, quand j'ai lu votre thèse, je me disais, il va utiliser tel outil d'apprentissage et pas du tout. Vous êtes passé sur les réseaux de neurones. Pour moi, c'était pas prévisible. Pour moi, c'était vous allez utiliser des problèmes de bandits et des Monte Carlo. Alors, je voulais savoir pourquoi. Enfin, est-ce que vous connaissez ces techniques Pas en détail. D'accord. Donc, je ne serais pas, en mesure de répondre. Non, parce que quand j'ai lu, j'étais étonnée. Alors, je ne m'attendais pas à ça. Après, c'est vrai que du côté DigDag, on est vraiment sur une approche qui va être algorithmique, donc il n'y a pas du tout de notion d'algorithme, de modèle probabiliste a priori. Effectivement, c'est quelque chose qu'on aimerait rajouter parce qu'on a ces notions de pondération et que ça ressemble quand même un petit peu à ce genre de modèle, mais a priori, pour l'instant, on construit un automate. Après, concernant la partie GUM, on a étudié plus précisément justement deux modèles génératifs, mais on l'a pas fait. On l'a fait déjà dans un cas qui est un cadre qui est assez particulier. On a mis de côté aussi, par exemple, l'apprentissage, etc. Ce qui est voilà, on n'a pas non plus, on a des éléments de réponse à fournir, mais on n'a pas non plus une vision totale sur le sujet. Et, voilà. Okay, non, je voulais savoir si vous connaissiez. Okay. Mais sinon, je connais pas. Non, parce que ça m'a, j'étais surprise, quoi. Ok. Moi, je propose qu'on continue dans l'ordre par le directeur de thèse, François Desbrun. Oui, merci Erwan. Alors moi, je ne vais pas te poser de questions techniques parce que je t'ai suffisamment torturé avec des questions techniques pendant 3-4 ans. Et ce n'est pas fini, hein, puisque, comme tu disais, il y a une équipe de revue en cours de rédaction pour laquelle il y a encore pas mal de boulot à faire. Donc, on va encore avoir un certain nombre de discussions approfondies. Moi, je voudrais juste témoigner du plaisir que j'ai eu à travailler avec toi pendant toutes ces années, et puis aussi à travailler avec Anne et Marco, que je ne connaissais pas précédemment. Donc, je pense que tu as fait un travail qui n'est pas très simple, parce que quelque part, c'est un grand écart entre deux parties, une partie extrêmement algorithmique et qui a des répercussions très concrètes avec les business units de Nokia que tu citais tout à l'heure, et puis une partie beaucoup plus théorique, voilà, dans laquelle on s'est vraiment exploré, on a vraiment exploré au départ sans savoir du tout où on mettait les pieds, hein, clairement. Je pense que sinon, quelque part, on aurait attaqué un autre sujet. Alors, pour répondre peut-être un peu partiellement à la question de Johan tout à l'heure, en fait, on a voulu tout simplement essayer d'étudier deux modèles très classiques et très, quelque part, très communs en série temporelle, donc les RNN, les HMM, parce qu'il y avait un certain nombre d'articles dans la revue machine, enfin, dans la communauté machine learning en particulier, qui faisaient des sortes de comparaisons HMM versus RNN, etc., et qui n'étaient pas vraiment satisfaisants. Alors, on peut regarder différents problèmes. Si on regarde le problème de l'inférence, soit celui de l'apprentissage, soit celui de l'expressivité. Donc, c'est ce problème d'expressivité qu'on essaie d'étudier vraiment un peu plus à fond. Et en gros, on a deux structures. On observe que ces deux structures sont en fait des modèles probabilistes très proches. Donc, quelque part, chaque modèle est corseté par sa structure. Et lorsqu'on fait varier l'ensemble des paramètres, quels sont l'ensemble de toutes les lois de probabilité que l'on peut atteindre dans un cas et dans l'autre? Est-ce qu'il y a recouvrement, intersection? Est-ce qu'il y a un ensemble plus grand qu'un autre? C'est ce genre de questions-là qu'on a essayé de se poser. Donc, moi, sans préjuger des conclusions de ce jury, je t'adresse au préalable et à titre personnel mes félicitations et je te souhaite une bonne continuation pour la suite. Merci. Tu parlais de plaisir, le plaisir est évidemment réciproque. On continue dans la liste. Anne, William. Donc, mon message ne va pas beaucoup différer de celui de François. Donc, comme lui, je pense que si j'avais encore des questions à te poser, je les aurais posées avant. Donc, je ne vais pas poser de questions aujourd'hui. Et je voudrais aussi
aussi m'associer. Enfin, voilà, moi aussi, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec toi pendant ces dernières années. Donc, voilà, je voudrais aussi souligner que, à la fois le début de thèse et la fin de thèse n'ont pas forcément été très faciles. Bon, la fin de thèse, tout le monde sait pourquoi. Le début de thèse, il y a eu voilà, un changement d'encadrant un peu au dernier moment, et je pense que tu as fait preuve d'une très bonne adaptabilité. C'est très bien adapté à ces petites difficultés. Voilà, je voudrais aussi souligner un peu que quand on a travaillé avec un doctorant pendant quelques années, c'est vrai qu'on le voit un peu évoluer. Et pour moi, l'évolution la plus marquante, en fait, c'est vraiment quand tu es arrivé, c'était une exploration en largeur de tous les problèmes. Voilà, tu faisais vraiment preuve d'une très grande curiosité. Parfois, peut-être un peu trop, parce que c'était vraiment explorer 10 pistes par semaine. Et je pense que pendant toutes ces années, tu as peut-être appris ou au moins expérimenté le fait de persévérer sur un problème et pour obtenir des résultats. Et à la fois, le travail plus théorique sur les gommes, c'est vraiment un travail théorique en profondeur. Et sur les deep dive, où là, c'est vraiment passer d'une solution algorithmique à comment vraiment l'exploiter jusqu'à ce qu'elle puisse être utilisable par une business unit. Donc, je pense que c'est un travail très important et où tu as vraiment montré toutes tes qualités. Donc, je pense que mes félicitations sont pour l'instant personnelles. Et Merci. voilà. Merci. En tout cas, merci. On continue avec les invités qui ont, j'ai bien compris, la chance de collaborer Étroitement. avec la FIL. Donc, Marc-Olivier Bois. Oui, merci Arwan. Donc, comme François et Anne, je ne vais pas te poser de questions. Je t'ai posé plein de questions, y compris pendant les répétitions qui m'ont permis de couvrir les dernières interrogations, les dernières interrogations que j'avais. Je voudrais effectivement saluer la qualité du travail et surtout du parcours accompli, comme Anne le soulignait, entre le début et la fin de thèse. Pour moi, tu as vraiment fait exploser ton cosmos, comme on dirait dans certaines séries. Donc, franchement, je suis très impressionné pour ça. Je suis vraiment extrêmement fier de ton travail, aussi bien au travers du mémoire que de la présentation. J'aimerais également saluer, comme Anne l'a fait, que tu n'avais quand même pas des conditions évidentes pour le travail, que ce soit le changement d'encadrement au début de thèse et la pandémie, et que effectivement, tu as fait preuve d'une très grande adaptabilité. Je sais que Anne l'a déjà dit, mais je le souligne parce que pour moi, c'était vraiment. Une thèse, c'est pas facile de base, mais dans ces conditions, c'est encore plus difficile. Et donc, ça, j'aimerais vraiment insister dessus. Et toi, en plus, là où je trouve que tu t'es vraiment démarqué, c'est que tu as vraiment exploré toutes les facettes du truc, c'est-à-dire aussi bien des problèmes très théoriques que très appliqués. Tu as aussi bien interagi avec des personnes qui avaient des profils extrêmement théoriques que des personnes qui étaient extrêmement appliquées, typiquement les experts dont on parlait. Et pour répondre partiellement aux questions que Mathieu et Johan ont posées, faut bien voir que le Big Dag, même s'il ne va pas vous donner la réponse aujourd'hui, rien que le fait qu'il simplifie grandement le log, et rien que le fait qu'il permette simplement de visualiser ce qui se passe dans le log, comparé au torchon de ligne qu'on a de manière brute, ça déjà c'est un grand pas en avant. Et comme Johan le soulignait, elle disait un expert ça coûte de l'argent. Ouais, on est entièrement d'accord. Et ce genre d'outil lui permet de gagner du temps et donc à nous d'économiser de l'argent en tant qu'industriel. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui le Big Dag il est intégré dans d'autres produits Nokia. Ça, c'est également un point que j'aimerais vraiment souligner, c'est que ce n'est pas tous les travaux de thèse qui finissent dans des produits utilisés par l'entreprise à la fin. Et ça, je pense que c'est vraiment un beau tour de force. Voilà, pour moi. Merci. Donc, je vais me joindre à Marc, qui s'est joint à Anne, qui s'est joint pour t'adresser mes félicitations, notamment sur ta présentation, sur ta montée en puissance en fin de thèse. Donc ça a été un plaisir de travailler avec toi et de travailler avec toute l'équipe. J'aimerais aussi répondre à 2-3 questions, apporter 2-3 éclairages par rapport à ce qu'a dit Johan sur les auto-encodeurs. En fait, les gums qu'on a étudiés sont déjà des auto-encodeurs variationnels mais séquentiels, d'accord, au sens où un auto-encodeur n'est qu'un réseau de neurones récurrent probabiliste. Donc à partir du moment où on met un gum, on remplace les relations déterministes qu'il y a dans les réseaux de neurones par une loi de probabilité.
Alors, on n'a pas parlé d'auto-encodeur, car comme l'a dit Achille, on n'a pas abordé le problème de l'apprentissage de ces modèles. Mais on pourrait tout simplement adapter les techniques d'inférence bayésienne variationnelle qui existent, par exemple, pour apprendre les paramètres de ces modèles. Et après se pose la question, je pense que c'était la question de Maurizio, sur l'interprétabilité notamment des variables latentes. Est-ce qu'on veut donner un sens ou non à ces variables latentes? Et effectivement, là, il y a tout un tas de travaux sur les différents modèles VAE, les bêta VAE. On peut se poser ici la question sur l'utilité de ces travaux pour l'interprétabilité de ces variables latentes. Est-ce que ça apporterait vraiment quelque chose pour le problème applicatif? Voilà pour les deux petits éclairages, en tout cas, je te félicite de nouveau pour ta présentation. Merci. Je ne vais vraiment pas te féliciter parce que c'est pas encore le moment, Bien sûr. un tout petit peu. Même si je peux dire que j'ai quand même vachement apprécié vraiment le côté pédagogique de ton exposé, c'était très agréable. Je veux dire que quand j'ai accepté, après ça, je me suis dit, dans quoi je me suis engagé, je ne vais rien comprendre. Le manuscrit était super clair et permet de bien comprendre les choses. Et cette clarté et cette capacité que tu as à expliquer les choses et à mettre en avant ce qui est important, bah, ça s'est bien vu dans ton exposé. Je n'ai pas beaucoup de questions, mais je vais quand même en tenter deux. La première, c'est il y a une dimension temporelle qui est importante et il y a l'hypothèse qu'on connaît par avance finalement la durée pour laquelle un événement ou un phénomène va avoir une conséquence. Est-ce que là, il n'y a pas besoin justement d'un avis d'expert pour savoir comment les étendre éventuellement, parce qu'on peut avoir du lag entre un événement qu'on capture et sa conséquence ailleurs? Alors, c'est vrai que, par exemple, si on construit le deep dive en ligne, c'est justement dans cette optique que si on doit faire de la prédiction, il faut être capable de réagir suffisamment rapidement et au fur et à mesure que le log se met en place. Mais là, on a surtout travaillé dans un cadre d'analyse de code racine, donc la panne a déjà eu lieu et donc on peut un peu regarder ce qui s'est passé dans le passé. Et donc, en fait, justement, il y a tout un travail de pré-traitement du log où on va chercher à savoir est-ce qu'il y a des alarmes qu'on peut filtrer car elles sont non pertinentes et qu'elles apparaissent tout le temps. Qu'est-ce que je recherche? Est-ce qu'il n'y a pas des alarmes qui sont co-occurrentes et que je peux clusteriser, grouper? Et ensuite, donc, selon le log, on a vu qu'on pouvait avoir des logs segmentés comme ponctuels. Là, par exemple, dans le cadre des logs ponctuels, notamment, ce log-là était un log ponctuel. Il faut savoir justement ajuster et définir cette plage de temps autour de l'événement. Donc, par exemple, ici, notamment, on avait des alarmes qui étaient émises à intervalles réguliers, c'était toutes les 5 minutes, et donc, du coup, ça nous permet de définir comment on va transformer ce point en un intervalle de temps. Si il y a d'autres connaissances de la part de l'expert, ici, par exemple, il y a du lag ou des petites pertes de synchronisation, et la relation temporelle qui est propre à la relation de causalité potentielle peut être adaptée et on peut effectivement la modifier, etc. Après, le DigDag, lui, ce qu'il prend en entrée, finalement, c'est un ensemble d'intervalles qui se déroulent comme ça au fil du temps et des liens qui relient comme ça deux événements les uns aux autres. En fait, c'est ça, c'est que pour l'instant, ce n'est pas encore un modèle génératif qui est caché parce qu'il y a ces bifurcations, entre guillemets. En fait, c'est. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui fait que ce n'est pas encore un modèle génératif avec les petites probas comme ça de transition? En fait, ce ne sont pas vraiment des probas. C'est-à-dire que là, c'est juste un rapport entre le nombre d'activation d'un arc sur le nombre d'observations du soumissible. Par exemple, ici, si on a 1, c'est que le compteur sur cet arc était égal au compteur, alors il faut que je le trouve, sur l'un de ceux-là, sur celui-là. Et du coup, comme ça, on arrive à avoir un score entre 0 et 1. Ce score, il arrive quand même à nous décrire une forme de pertinence des arcs. On va pouvoir comme ça filtrer notre structure. Mais ce n'est pas suffisant pour vraiment avoir un outil probabiliste complet à partir duquel on va pouvoir utiliser les outils classiques qu'on avait envie d'utiliser. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas encore tout à fait considérer cette structure comme un modèle génératif ou probabiliste à proprement parler.
ouais, comme tu avais démarqué des probas conditionnels. C'est pour ça. Alors voilà, là, tout le détail pardon, est dans ce à peu près, donc c'est une probabilité empirique. Donc ensuite, peut-être une question sur la deuxième partie. Oui. Moi, j'adore comme ça quand on parle et qu'on essaie de travailler sur des modèles simples pour déjà se faire une idée. Je ne mesure pas, mais je pense qu'il y a une certaine souffrance quand même à travailler là-dessus avec des résultats qui sont hyper fins, des outils qu'on a dû aller chercher au bout du monde pour s'en sortir. Pas une souffrance, non, parce que j'ai été très bien encadré, donc ça s'est très bien passé. Ça devait être difficile et très technique. Et c'était effectivement, du coup, l'encadrement était rigoureux, effectivement. Et donc là-dessus, j'ai une question, mais qui est moche, hein, c'est intuitivement, du coup, qu'est-ce que tu vois comme différence d'expressivité, même dans ce cadre simple, entre ce moment où on dit, bah, moi, mon état caché, il est déterministe en fonction d'un peu d'aléa, parce qu'il est caché dans le xt-1, et je fais un modèle HMM dans lequel, non, c'est complètement, j'ai des états qui vivent leur vie, et de eux découle. Alors, encore une fois, on est vraiment un peu au début de l'étude, donc c'est un peu difficile de dégager de l'intuition. Effectivement, ce qu'on avait vu, c'est qu'a priori, HMM est plus expressif que RNN, mais ça, c'était dû notamment à cette fameuse contrainte sur l'initialisation des RNN, puisque un RNN, au début, le premier état caché est initialisé à 0. On a regardé ce qui se passait quand on enlevait cette hypothèse, et là, on avait un RNN dont l'expressivité correspondait exactement à celle d'un GUM. Mais là encore, c'est à nuancer par le fait qu'on est dans un cas qui est extrêmement simple, et donc du coup, il y a tout un tas de simplifications qui vont faire que ça se passe bien. Justement, ce qu'on espérait trouver avec le cadre multidimensionnel, c'était de voir un peu comment ça allait évoluer au fur et à mesure de la dimension. En fait, ce qu'on espère, mais là encore, c'est vraiment de l'intuition, c'est que on a notre espace qui va grandir et que le RNN, le déterminisme va apporter quelque chose d'un peu plus parcimonieux que de tout passer en aléatoire, mais il va quand même relativement bien couvrir l'espace et donc offrir une plutôt bonne expressivité. Voilà, c'est un peu ce qu'on espère pouvoir trouver. Pour l'instant, c'est encore difficile puisque on a des conclusions qui sont implicites et donc c'est un peu plus dur effectivement de s'y retrouver. Okay, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais comme question. On te remercier pour le moment. On va aller se réunir quelque part, c'est ça, ou on reste ici? Oui, il y a une salle qui est ouverte. Ok, parfait. Et revenir dans un certain temps, avec, j'espère, de bonnes nouvelles. J'espère aussi. Pas bien. L'enregistrement, c'est